Alors, bienvenue à tout le monde. Je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui en présentiel, après toute cette époque un petit peu différente, pour vous parler du sujet des schémas amoureux, comment les identifier et surtout comment les changer. Et je vais aborder trois grands thèmes. Qu'est-ce qui fait qu'on a ces papillons dans le ventre? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une personne qui génère ça et puis une autre personne qui est tout aussi bien, tout aussi jolie, finalement elle nous passe devant et ça nous fait rien. Comment ça se fait qu'on tombe amoureux de certaines personnes et pas d'autres personnes? Le deuxième, et c'est peut-être quelque chose d'un peu différent de ce que vous avez entendu. Pourquoi, en fait, tous ces schémas amoureux, toutes ces choses qu'on a l'impression de répéter en amour, pourquoi c'est pas sauvé là, mais que c'est sauvé dans notre corps? Et je vais parler de la théorie polyvagale à ce sujet, et après aller un petit peu plus en pratique, quelles sont les expériences finalement qui font qu'on se crée un schéma amoureux ou pas. Et je vous épargne de tout de suite poser des questions. Bien sûr, vous pouvez à la fin sans problème en poser. Mais souvent, en fait, je reçois ces deux types de questions en amour. Le premier cas de figure, c'est quand quelqu'un, il n'arrive pas à avoir une relation qui marche. Et puis, la personne, elle vient vers moi, elle me dit « Mais Sandy, mais je ne comprends pas pourquoi j'attire des personnes qui sont indisponibles, des personnes qui ne veulent pas s'engager, des personnes qui, je vous laisse finir la phrase, alors que moi, mon seul rêve, c'est d'être en couple, c'est d'être heureux, c'est d'avoir une relation dans l'échange, dans la bienveillance. » Ça, c'est le premier cas souvent qu'on me pose comme question. Puis le deuxième, c'est « Sandy, je vois qu'il y a un lien avec mon passé. Ce qui s'est passé dans mon enfance, je vois qu'il y a un lien. Je répète quelque part, même des fois, ce que mon père ou ce que ma mère a fait. J'ai lu des tonnes de développement personnel, des tonnes de livres, j'ai fait beaucoup de thérapie, j'ai essayé de changer mon comportement, mais je ne comprends pas. Les résultats, ils ne sont pas là. » Et puis souvent, je réponds, si tu n'as pas les résultats que tu veux, c'est peut-être que tu essayes de changer quelque chose au mauvais endroit. Pas très sympa, hein? Mais personnellement, en fait, j'étais dans ce cas. Ces deux questions que je vous ai montrées avant, c'était mes deux questions. Au tout début, en fait, quand j'ai commencé à tomber amoureuse, j'ai répété en fait le même schéma pendant plus de 7 ans. J'avais un schéma assez sympa, c'est-à-dire que mes partenaires, ils me quittaient pour une autre. Et puis en général, avec l'autre personne, ça marchait super bien. Donc au départ, je me suis dit, mais pourquoi avec moi, ça marche pas? Et pourquoi ça marche avec les autres? Alors, parce que moi, je voulais vraiment une relation. Alors, la première fois, un de perdu, 10 de retrouvé, vous connaissez le dicton. J'étais encore assez jeune, je me suis dit, bon, pas de problème, c'est lui la faute, c'est à lui le problème, non? Deuxième fois, troisième fois, et là, je me suis dit, bon, il y a un problème. Et je voyais qu'il y avait quelque chose, potentiellement un rapport, en fait, avec le divorce de mes parents, qui ont divorcé pas vraiment d'une manière très diplomatique, c'était un divorce assez conflictuel. Donc je me suis dit, peut-être que ce divorce-là, en fait, ça influence ma manière de voir l'amour quelque part et qu'il y a un lien. Donc j'ai commencé beaucoup de thérapie, j'ai pris conscience peut-être de mes modèles d'attachement. Et puis, sincèrement, à la fin de chaque relation, je me posais la question, je partais pas du principe que c'était l'autre qui était le responsable. Je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que je peux changer? Est-ce que je choisissais mal le partenaire? Est-ce que j'étais trop exigeante? Est-ce que j'étais pas assez exigeante? Enfin, je partais dans tous les sens et j'essayais vraiment à chaque fois de me dire, ok, ça n'a pas marché, j'essaye autre chose. Et vraiment, ça ne changeait pas mes résultats. Et le pire dans tout ça, c'est que ça empirait. C'est-à-dire qu'au bout de la 5e, 6e, 7e fois, quand mon partenaire que je venais de rencontrer ne me répondait pas, un SMS, direct, il y avait la boule au ventre. Et là, je paniquais. Dans ma tête, c'était le scénario du pire,
Ah, il est avec quelqu'un d'autre, ça y est, il m'a déjà trompé, ça va encore continuer le même scénario. Et j'avais vraiment ce sentiment d'être impuissante, de rien pouvoir changer à ce qui se passait dans ma vie amoureuse et d'être un peu comme un spectateur devant un film qui se dit « Bon, ben voilà, c'est à nouveau fini, tu répètes encore à nouveau ton truc, tant pis pour toi. » Et à ce moment-là, déclic, ça m'a rappelé cet événement quand j'avais 5 ans où mon père et ma mère se sont disputés, sont venus aux mains et moi j'étais là en train de les regarder impuissante face à ça. Cette boule au ventre que je ressentais, elle venait pas de ma tête, elle était vraiment dans mon corps. Et là j'ai compris que en fait le scénario il se passait pas là, que le scénario il était déjà activé ici, que je me sentais en danger au niveau de mon corps. Et ben, j'ai cherché des approches qui passaient plus par le corps. Et quand j'ai changé ça, quand j'ai changé en fait mes schémas amoureux par le corps, ma vie amoureuse, eh ben, elle s'est transformée. Déjà, j'ai été attirée par mon mari, et même mes amis me le disent, Sandy, je comprends pas, pourquoi tu es tombée amoureuse d'un autre type de personne, vraiment 180 degrés. Et ma relation avec lui, il y a plus de 11 ans maintenant, eh ben, ça n'a rien à voir avec mes autres relations. Et ça, ce n'était pas le fait du hasard, c'était pour moi, en tout cas, vraiment le fait d'avoir changé ça au niveau du corps. Alors, j'étais tellement convaincue que j'en ai même appris les méthodes qui, moi, m'ont permis de me transformer. Et à l'époque, je ne me suis pas posé la question, mais est-ce qu'il y a une base scientifique dans tout ça? Et quand j'ai commencé à être coach et que les gens venaient comme par hasard plus pour l'amour vers moi, je me suis dit, mais il faut un peu chercher là, il doit y avoir une explication quand même. Et en fait, il y en a plusieurs. La première, c'est cette fameuse théorie de l'attraction. Donc pour ceux qui aiment bien un petit peu chercher plus loin, vous pouvez voir les travaux de Dawn Maslar. Elle a fait un TED Talk à ce sujet. Et elle explique exactement, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on est attiré par une personne et qu'on n'est pas attiré par une autre. Et en fait, ça se passe par le biais de nos phéromones, donc de nos sens. Et ces phéromones, en fait, ils vont sélectionner, mais vraiment littéralement sélectionner les personnes par qui on est attiré. Le premier principe, c'est le principe de l'ADN. On va automatiquement être attiré par quelqu'un qui a un ADN le plus complémentaire d'une autre. C'est une sélection automatique. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle le principe des similitudes. C'est-à-dire qu'on va choisir des personnes qui correspondent au modèle qu'on connaît. Et les modèles qu'on connaît, en fait, ce sont les expériences relationnelles qu'on a faites qui vont créer ces modèles. Donc, si je reprends la première question qu'on m'a posée en me disant « Mais Sandy, pourquoi j'attire des personnes indisponibles ?» Ça veut simplement dire qu'on les choisit, ces personnes. Qu'on les choisit par le biais de nos phéromones. Et que si on les choisit, ça veut dire que quelque part, dans nos expériences relationnelles passées au sens large, on a enregistré que l'amour, c'était la distance ou l'indisponibilité. Assez logique. Et puis après, il y a une autre théorie qui explique que, en fait, cette sélection, cette qualification sur la base de nos perceptions, eh ben, ça ne vient pas de notre tête, ça vient de notre corps. Et cette théorie, c'est le chercheur Stéphane Porges qui a vraiment étudié notre système nerveux autonome et qui est à l'origine de la théorie polyvagale. La théorie polyvagale, beaucoup de personnes appellent ça aussi la manière ou la capacité à se connecter ou pas, ça dépend qu'est-ce qu'on a enregistré, avec les autres. Et en gros, le principe de cette théorie dit que quand notre corps se sent en insécurité,
eh bien, on est dans l'incapacité à se connecter aux autres. Et si on se sent en insécurité, on va automatiquement chercher quelqu'un qui a ce même niveau d'insécurité que nous. Donc, insécurité plus insécurité, souvent, ça fait un petit peu boum quand même. Alors, comment on arrive à, finalement, par notre système nerveux autonome, évaluer comment on peut se connecter aux autres? Alors, pour ceux qui ont déjà vu des bébés, au moment de la naissance, moi, quand je regarde mon fils, vraiment, quand il est né, au départ, c'était assez basique. Dodo, manger, et si un des deux n'était pas fait, ben, il allait crier, il allait pleurer, il allait dire « bon là, j'ai besoin de ça ». Mais il y avait, au tout départ, pas énormément d'interactions. Dès le premier mois, 2 mois, 3 mois, c'est là où les interactions commencent à arriver. Le bébé commence à sourire, à réagir un petit peu plus à la voix, etc., etc. Et donc, dans cette phase-là, le bébé, en fait, apprend à identifier quels sont les signes que tel comportement, tel ton de voix, telle manière de réagir, représente la sécurité et quel comportement ou perception représente l'insécurité. Et donc, si vous voulez, le bébé, il se fait une base de données de toutes ces perceptions-là. Il fait aussi une base de données de comment lui, il a réagi face à ces expériences-là. Et adulte, ça va être notre base de données pour identifier et qualifier toutes les perceptions qu'on reçoit. Le ton de la voix, l'odeur, quand quelqu'un nous touche, quand la distance qu'on peut ressentir, les mimiques de la personne. Ce qui veut dire que finalement, nos expériences passées, quand elles arrivent par nos perceptions, elles vont qualifier la perception qu'on a dans nos expériences actuelles. Sécurité, insécurité. Et ensuite, cette information, elle est transmise au cerveau qui va se dire « Ouh là là, insécurité, il faut que je réagisse. Sécurité, c'est bon, je peux me relaxer. » Et si j'étais pas trop mauvaise dans l'explication, vous comprenez que si on veut changer les schémas amoureux, c'est pas au niveau de la tête qu'il faut les changer. C'est au niveau de notre système nerveux autonome qui, lui, préqualifie toutes ces perceptions. Et donc, Porges définit en fait 3 états. Le système nerveux autonome, et pourquoi on appelle ça la théorie polyvagale? Parce qu'elle est essentiellement déterminée par l'état de notre nerf vague. Et donc, il y a 3 états possibles. Le nerf vagal ventral, quand on se sent dans le nerf vagal ventral, en général, on respire bien, on est ouvert avec les autres, on peut sentir un peu cette chaleur qui nous donne envie naturellement de nous connecter avec les autres, on se sent accepté, on se sent aimé, on se sent libre d'être soi et que les autres soient aussi eux-mêmes, et c'est quelque chose qui arrive assez naturellement. Mais il y a 2 autres états. Il y a le système sympathique qui est déjà un premier niveau de stress. Alors, le système sympathique, la respiration commence un peu à s'accélérer. On se dit là, peut-être que s'il y a un petit ours qui passe, il va falloir un petit peu partir ou bien l'attaquer. Donc, dans le système sympathique, on va aller en mode fuite ou en mode combat. Et à ce moment-là, c'est un petit peu plus difficile d'être en interaction avec les autres. On pense plutôt à sa survie que se dire, bah tiens, je vais aller boire le café, puis je vais échanger avec la personne en face de moi. Et le 3e niveau, c'est, je dirais, le niveau le plus haut en termes de danger. C'est quand le nerf vagal dorsal est activé. Et en gros, quand on est dans ce stade-là, donc c'est toutes les personnes qui se disent « je me sens bloquée, je procrastine, j'arrive pas à sortir », un peu ce sentiment de sidération. C'est quand le nerf vagal dorsal est activé. Et là, on est dans l'immobilisation. On pense que c'est la fin des haricots, qu'on ne va pas survivre. Donc on se dit, bon, je fais le mort. Peut-être que ça va passer, mais bon,
Dans un malentendu, ça peut marcher. Et là, à ce moment-là, on est totalement en déconnexion. Donc, ça peut être typiquement les personnes qui font le poker face. Elles sont là physiquement, mais dedans, il y a un gros mur ici en face. On n'arrive pas à lire à l'intérieur d'elles. C'est vraiment l'état du nerf vagal. Ces trois états, ils sont là et ils sont bien d'être là. C'est-à-dire que quand on n'a pas eu d'événements trop traumatisants dans le passé, ben, ça nous permet de gérer les différents stress en fait, qu'on a dans la vie. Donc on passe un petit peu du sympathique au dorsal et après on revient dans un niveau ventral. Là où il y a un souci, en fait, c'est quand nos expériences passées ont tellement déréglé notre système nerveux autonome que finalement on va passer à un niveau par défaut qui n'est plus le ventral, mais qui est un des deux. Le problème, c'est que quand on a un des deux là, ben, notre capacité de connexion aux autres va être difficile. On va toujours se sentir en danger vis-à-vis des autres ou en danger d'être soi vis-à-vis des autres. Ça va nous mettre dans la méfiance, ça va nous mettre dans « je préfère quoi peut-être tenir l'amour ou tenir les relations à distance ». Qu'est-ce que ça va aussi influencer? C'est en fonction des perceptions qu'on a reçues de nos différents sens, eh bien peut-être que quelqu'un va passer beaucoup plus vite au sympathique ou beaucoup plus vite au nerf vagal dorsal à cause de ces expériences. Et troisième effet, c'est que quand on est en activation, c'est-à-dire que quand on se sent en insécurité sur la base des expériences passées qu'on a eues, ben, on va avoir plus de mal à redescendre dans un sentiment de sécurité. Et là, peut-être la question qui va venir, je ne sais pas, c'est vous vous dites, mais et la tête dans tout ça? On a quand même une tête, ça sert à quelque chose. Qu'est-ce qui fait, pourquoi il y a du coaching? Je suis aussi coach, hein, pourquoi il y a du développement personnel? Pourquoi on nous dit de travailler sur le mindset? Ça doit quand même avoir une utilité. Ben oui, ça a une utilité, mais ça dépend à quel moment. 80% des informations qu'on reçoit passent du corps à la tête. 80%. Parce que l'objectif, c'est notre survie. L'objectif primaire, en fait, de notre corps, c'est d'assurer notre survie. Être heureux, c'est une option en plus. 20% viennent de la tête et vont vers le corps. Et une autre personne qui a aussi beaucoup recherché dans la théorie polyvagale, il explique en fait que c'est un petit peu, c'est le problème du cavalier avec son cheval. Alors le cavalier, c'est la tête et le cheval, c'est le corps. Donc si vous regardez les concours hippiques, je crois que la semaine prochaine, il y a des concours, bah, les cavaliers, quand le cheval se sent en sécurité, ils arrivent quand même à faire pas mal de choses sympas. C'est-à-dire qu'ils leur font faire des sauts, des acrobaties, ça fait vraiment, ils font une équipe et ils arrivent à aller encore plus loin que ce qu'on arriverait d'habitude. Ça, c'est quand le cheval, il se sent en confiance, en sécurité, dans son environnement et avec son cavalier. Là où ça se corse, c'est quand le cheval, il se sent pas trop en sécurité. Le cavalier sera beau être un super cavalier, prêt, motivé, avec de la volonté. Si le cheval a décidé de cabrer et de prendre la poudre d'escampette, le cavalier aura pas trop un pouvoir d'action. Et finalement, en fait, c'est exactement la même chose entre la tête et le corps. Ça veut dire concrètement en amour que c'est pas toujours un problème de volonté, c'est pas toujours un problème de vouloir être heureux en amour, c'est d'abord et principalement si mon corps arrive à se sentir en sécurité avec les autres. Et après, tout le mindset, tout ce qu'on fait, toutes les prises de conscience, la manière de communiquer, ça a un impact. Donc si je reprends mes deux questions du départ, en fait, c'est un problème de cerveau rationnel
versus mon système nerveux autonome. Dans le premier cas, en fait, la personne, elle veut une relation, donc là, la volonté, le désir, l'envie, c'est cerveau rationnel, mais elle attire quelqu'un d'autre, les phéromones, donc ce qu'on perçoit, qui est influencé par le système nerveux autonome, qui lui est influencé par nos expériences passées. Même chose, dans l'autre cas de figure, la personne, elle a des prises de conscience. La personne, elle veut changer rationnellement ses comportements. Décision de la tête. Super. Le problème, c'est que pour cette personne, c'est pas sauvé là. C'est sauvé au niveau de son corps, au niveau de son système nerveux autonome. Donc finalement, c'est quoi un schéma amoureux? C'est pas une pensée limitante. C'est un engrammage dans le corps. C'est en effet basé sur des expériences stressantes. Ça qualifie mes expériences actuelles, un petit peu les lunettes avec lesquelles je vois la vie actuellement, un petit peu comme moi qui paniquais avec le SMS qui n'arrivait pas. C'est sauvé dans le corps, particulièrement au niveau du système nerveux central, et ça explique les résultats en amour et toutes les surréactions où on se dit « mais pourquoi j'agis comme ça alors que dans ma tête j'ai quand même envie d'agir autrement ?» Bien sûr, c'est basé sur notre perception. C'est ce qui explique pourquoi dans une famille, des fois on a un frère et une sœur et puis on se dit « mais mon frère ou ma sœur, ils sont plus cool dans certaines situations que moi. Pourquoi ?» C'est la perception que l'enfant a eue de l'expérience. Deuxièmement, ça ne veut pas forcément dire que on est obligé d'avoir eu une enfance traumatisante, dramatique, pour avoir des schémas amoureux sauvés dans le corps. Ce qui va générer de l'insécurité, c'est la perception de ce qui nous a stressés. Et deuxièmement, ça a été, est-ce qu'on a réussi à réguler ce stress, soit par nous-mêmes, soit par l'aide d'un parent, de quelqu'un qui s'occupait de nous, d'un autre être humain. Ensuite, bien sûr, ce qu'on a vécu depuis la conception, je vais un petit peu plus que le 0, depuis la conception jusqu'aux 7 premières années de vie, ça va avoir un impact plus prédominant, en fait, sur qu'est-ce qu'on enregistre dans le corps. Et enfin, qu'est-ce que je voulais dire? Je crois que j'ai oublié un truc que je voulais dire, mais c'est pas grave. Et aussi, la manière dont on va réagir, elle est unique à chacun de nous. Parce que, en gros, ça va être au moment où on a eu le stress, qu'est-ce qui nous est passé par la tête pour réagir? Et ce qui est le pire, je trouve, c'est que le système nerveux autonome, lui, une fois qu'il a un schéma de réaction qui est enregistré, il va le sauver, mais il ne va pas se poser la question, bon, est-ce que je pourrais faire autrement la prochaine fois? Est-ce qu'il y a une manière un petit peu plus sereine, diplomatique de faire la chose? Non, non, lui il se dit, c'est bon, j'ai sauvé, maintenant, dès que je retrouve une situation identique, je sais comment réagir. Et bien sûr, toutes les expériences, en fait, plus ce sont des expériences qui impliquent le corps, plus ça va être engrammé, si vous voulez, dans le corps. Et pour moi, en fait, il y a vraiment une hiérarchie corporelle. C'est-à-dire que pas toutes les expériences que vous avez faites ont le même impact dans vos schémas amoureux. Tout en haut de la courbe, donc c'est ceux qui ont vraiment le gros impact, c'est les chocs. Ça peut être les accidents, ça peut être la guerre, les viols, les violences, les choses soudaines, choquantes, inattendues. Ça peut être même des fois des ruptures très abruptes. Le deuxième en termes de hiérarchie corporelle, c'est tout ce qui a attrait à la vie, à la mort, à notre place. Donc je vous donne un exemple, en fait,
si un enfant n'a pas été désiré, donc si sa place n'a pas été désirée, eh bien, il va indirectement le ressentir pendant les 9 mois de conception. Ça s'imprègne très fortement dans le corps. Comment la naissance s'est passée, si on a eu besoin de faire une césarienne, les forceps, si l'enfant a été bloqué, si l'enfant avait le cordon ombilical autour du cou, en fait, tout ça, ça crée un stress au niveau du système nerveux autonome. Ensuite, le troisième, c'est tout ce qui est un trait à qu'est-ce que je dois être, parce que finalement, ce qu'on est, bah, c'est un petit peu plus difficile de changer. Donc, moi, je fais 1m60, je ne peux pas décider demain de faire 2 mètres ou 2m30, c'est pas possible. Tout ce qui est en lien avec notre être, avec notre corps, donc si je pense que je dois avoir un certain poids ou une certaine allure pour être aimé, ça a une grande importance en fait au niveau du corps. Moi, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire. Tous ces troubles du comportement alimentaire, ça crée des automatismes très forts dans le corps. Bien sûr, les parents, et dans les parents, j'inclus toutes les personnes qui se sont occupées de nous. Donc finalement, en fait, les modèles d'attachement, c'est pas quelque chose dans la tête, ça résume en gros l'état par défaut de notre système nerveux autonome. Donc quand on a un attachement sécure, ça veut dire que principalement dans nos interactions avec les autres, on est dans le système vagal ventral. Quand on a un attachement plutôt insécure, chaotique, ben on est plutôt dans le sympathique. Quand on a un attachement ambivalent ou désorganisé, ben on enchaîne un peu entre le sympathique et le nerf vagal dorsal. Et enfin, la dernière et la base, c'est toutes les expériences qui déterminent, en fait, qui prédisent l'avenir de notre relation. Donc les fameuses 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, par exemple. Alors peut-être pour donner des exemples à différents endroits, je vais vous donner l'exemple tout en haut. J'ai une personne que j'ai accompagnée, elle est venue et elle ne comprenait pas en fait pourquoi l'amour restait à distance. À chaque fois, elle essayait de commencer une relation, ça ne marchait pas. Et en creusant en fait dans son passé, elle m'a parlé d'un accident de vélo. Et plutôt un événement, on va dire, positif parce qu'elle s'est auto-sauvée la vie. Donc, elle est tombée en vélo dans un rond-point et elle a eu le réflexe de prendre le vélo et de se mettre à côté du rond-point. Donc, elle a pas été percutée par une voiture. Donc, c'est plutôt comme ça, si on se dit « Ah bah c'est génial, elle s'est sauvée la vie, etc. » Mais en fait, qu'est-ce que ça avait enregistré au niveau de son système nerveux autonome? C'est que les autres sont un danger. Et elle le ressentait même physiquement, c'est-à-dire que si quelqu'un venait de derrière et lui disait coucou, oups, elle sursautait. Et donc pour elle, en fait, on a dû travailler sur 2 choses. La première chose, ça a été de désactiver cette réaction. Donc on est allé dans la mémoire qu'elle avait, qu'elle se souvenait de l'événement. Et pendant qu'elle se souvenait de l'événement, j'essayais de voir en fait à quel endroit du corps, par quel organe, il y avait une réaction. Il y avait soit une mobilisation, soit au contraire un durcissement, une immobilisation. Et on a désactivé un peu cette réaction. Quand le corps et le système nerveux autonome n'étaient plus en danger, il y a comme une espèce de relâchement, on est relax, on est bien. Et là, c'était un signal en fait que c'était désactivé. Et la deuxième chose que j'ai fait en fait avec elle, c'est de éliminer en fait toutes les émotions qu'elle avait ressenties à ce moment-là, qu'elle n'avait pas pu vivre à ce moment-là, parce que si elle commençait à pleurer et à penser à sa douleur, ben, elle n'aurait pas eu le réflexe
de prendre son vélo et d'aller sur le côté, de sortir tout ce qu'elle avait accumulé de l'accident, qu'elle n'avait pas pu accumuler et qui tournait en rond, et qui faisait que son système nerveux autonome, il était constamment en alarme. Elle a changé ça, elle a rencontré quelqu'un. Si je peux donner un autre exemple, par le corps, un exemple qui peut paraître anodin. Une autre personne que j'ai accompagnée, quand elle était petite, elle passait souvent ses 2-3 heures à table parce qu'elle devait manger ses épinards. Les parents lui disaient « Non, c'est important que tu manges des légumes, tu dois manger des épinards. » Alors au départ, elle a dit non. Au départ, elle a crié, elle se roulait par terre et tout, mais au bout d'un moment, elle comprenait qu'elle ne pouvait pas se rouler par terre ou crier, ça ne changeait pas le résultat, donc elle les mangeait, ces épinards. Et ça lui donnait envie de vomir à chaque fois. Elle s'en rappelait, elle avait vraiment l'image des épinards et de la scène. Hein. Et en fait, dans ses relations amoureuses, elle acceptait l'irrespect. L'irrespect, pour elle, c'était une preuve d'amour. C'était comme ça que l'amour était. Et ça venait de cet exemple des épinards. Donc vous voyez que c'est vraiment impactant par rapport à la perception qu'on a eue du passé. Un autre exemple, par rapport à la vie, à la naissance, la personne, elle est née, en fait, à un mauvais moment pour les parents. Ils étaient très jeunes, ils n'avaient pas prévu d'avoir un enfant à ce moment-là. Et donc, ce monsieur, en fait, dans la vie, c'était un super performeur. On n'a jamais dû le pousser, il se poussait lui-même. Il arrivait super à avoir des bons résultats dans la vie, mais en amour, ça coinçait. Et il ne comprenait pas pourquoi. En fait, ce qu'il avait enregistré de sa naissance, c'est qu'il fallait prouver pour être aimé. Et il prouvait tellement, il voulait tellement prouver qu'en fait, à chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, inconsciemment et par son corps, il se disait, il faut que je travaille beaucoup parce que comme ça, ma femme, elle va être contente et je vais lui prouver que je suis digne d'être aimée. Le problème, c'est que sa partenaire lui reprochait exactement ça. Et le dernier exemple que je peux vous donner, c'est au niveau des parents. J'ai une autre personne qui me dit, mais Sandy, je comprends pas, j'attire des hommes. Alors, soit ils ont un hobby occupé tous les week-ends, soit ils travaillent jusqu'à point d'heure, ils n'ont jamais le temps de me voir, soit là, ces 2 points, ça va, mais ils viennent de sortir d'une rupture, donc ils sont là physiquement, mais dans la tête, ils sont indisponibles émotionnellement, je ne comprends pas. Alors, on regarde un peu dans son passé, puis on regarde la relation avec ses parents. Alors, elle me dit, moi, je pense que ça vient de la relation avec ma mère. Je fais, ah bon, pourquoi? On avait des conflits, ça marchait pas, etc. Je fais, ok, oui. Comment c'était avec ton père? Ah, mon père, c'était génial. Une relation super complice, vraiment, il me comprenait sans que je parlais, c'était mon super daddy, j'étais super heureuse. Mais il était souvent absent à cause de son travail. Et donc, elle avait enregistré que l'amour, c'est l'absence. L'amour, c'est quand la personne n'est pas là. Donc, vous voyez, c'est là, en fait, où j'en viens un petit peu à comment faire pour s'en libérer. La première étape, alors oui, on va passer par la tête. Ça passe par analyser toutes les expériences relationnelles qu'on a eues et de mettre un petit peu à plat qu'est-ce qui s'est passé pour arriver un peu à comprendre les tenants et les aboutissants. Et sur cette base-là, d'aller chercher les événements du passé qu'on se souvient encore. Et on a toujours des petites mémoires. On se souvient de cette interaction à l'école avec X qui nous s'est moqué de nous, qui nous a fait ça. Souvent, on s'en souvient assez bien de ces petits événements qui sont engrammés dans le corps. Et ça va donner, en fait, selon la manière dont on va réagir, si on crie, si on dit rien, si on
on est dans le combat, ça va donner une indication en fait de quels sont les organes qui sont en jeu et qui sont activés. Et en fait, comment on fait pour désactiver? Ben, la première étape, ça va être d'empêcher le corps ou les organes de stresser dans cette situation du passé. Et après de dire, écoute, si tu te retrouves à nouveau dans cette même situation, comment tu voudrais réagir là? Quel serait le moyen de survie que tu as envie de choisir? Et enfin, d'apprendre à se mettre en sécurité. Et le sentiment de sécurité, comme je vous l'ai dit avant, ça passe essentiellement par le corps. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'était clair déjà? Oui? Oui? Par rapport à la dernière solution, comment se mettre en sécurité par le corps? Alors, ça prendrait quelle forme? oui, merci pour la question, comme ça on va pouvoir faire un peu des exercices. Donc en gros, en fait, quand vous vous sentez, moi typiquement, avant de commencer à faire la réunion, donc on dit que la peur de parler en public, c'est une des 3 plus grandes peurs, en fait. La deuxième, je crois, c'est le fait de ne pas avoir de sous, enfin d'être à la rue, quelque chose comme ça. C'est, ben, on va le ressentir. On va sentir le cœur qui bat, la petite boule au ventre, une petite tension dans la nuque, etc. À ce moment-là, en fait, c'est de se dire, ok, bon, est-ce que c'est quelque chose de majeur ou pas dans ma vie? Si c'est pas forcément quelque chose de majeur, c'est d'apprendre à se mettre en sécurité en relâchant, en relaxant le nerf vague. Donc il y a plusieurs exercices, je peux vous en donner 2 si vous voulez. Donc vous pouvez croiser vos mains et vous les mettez derrière la tête au niveau de la nuque, là. Voilà, comme ça. Et vous allez regarder avec les yeux, d'abord 20 secondes vers la droite et après 20 secondes vers la gauche. Et essayez de respirer bien et vous allez voir après 20 secondes vers, on va commencer vers la droite par exemple, qu'il y a quelque chose, peut-être un bâillement, une respiration qui va s'allonger ou un petit déclic ou une petite chaleur qui va vous donner un peu un relâchement. Respirez bien et regardez bien le maximum que vous pouvez avec les yeux. Là, je crois qu'on a les 20 secondes. Et là, tournez à gauche. Hein, on ne va pas rendre un jaloux par rapport à l'autre quand même. Et peut-être vous pouvez ressentir que d'un côté c'est plus dur que l'autre. Vous voyez un effet déjà? Donc ça, typiquement, quand on est avec le chéri, puis qu'il y a quelque chose qui nous énerve, je prends un exemple très important, la machine à laver qui n'est pas... machine à laver la vaisselle qui n'est pas rangée comme on aimerait, ou quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous met vraiment en insécurité, avant d'agir, mettez-vous en sécurité. C'est ça le principe que j'essaie de transmettre. Donc ça, c'est un moyen de relâcher le nerf vague assez facilement. Et vous verrez, plus vous le pratiquez, en fait, il peut avoir des réactions différentes. Il peut avoir des bâillements, des fois on peut sentir un peu comme des larmes dans les yeux, moi ça m'est déjà arrivé. Ou alors on sent une chaleur ici ou une chaleur au niveau des reins, selon le niveau d'insécurité qu'on avait.
Alors, comme on ne peut pas toujours faire ça, surtout si on est au bureau, par exemple, il y a un truc qui est un peu plus discret, c'est en massant les oreilles, en fait. Donc, vous avez deux endroits dans l'oreille. Il y a un endroit en haut ici, et il y a finalement la cavité qui se trouve à l'entrée du trou de l'oreille. C'est deux zones qui aident à calmer, à relâcher, en fait, le nerf vague. Donc, là, dans le tout petit trou en haut, massez comme ça, doucement, hein, pas trop fort, vous ne cassez pas l'oreille pendant le truc, mais massez, fermez les yeux et respirez. Suivez votre rythme, ce qui vous plaît. Et maintenant, vous pouvez passer à... Vous partez du trou de l'oreille et vous allez faire des cercles à nouveau dans la cavité autour de l'oreille. Donc ça, c'est deux exercices que vous pouvez utiliser. Pour moi, en fait, ce qui est important, c'est l'objectif, c'est pas de corriger toutes les choses qu'on a enregistrées. L'objectif, c'est de corriger les choses qui nous bloquent le plus. Donc c'est pour ça que quand on voit qu'on n'arrive pas à sortir d'un schéma, par exemple en amour, qu'on répète et qu'on a l'impression de se taper la tête contre un mur à chaque fois, enfin moi c'était ma sensation, ça vaut la peine d'aller creuser dans le passé et de désactiver au niveau du corps. Et après, finalement, d'apprendre à devenir son meilleur ami, sa meilleure amie, et de se dire, ok, d'abord je me mets en sécurité, comme ça après je peux réfléchir, et puis je peux choisir consciemment, c'est quoi la meilleure manière d'agir. Et finalement, en fait, dans l'accompagnement que je fais, je passe vraiment par ces trois étapes. D'abord, poser à plat, qu'est-ce qui se répète en amour? Après, changer en fait les principaux schémas du passé dans le corps. Et après que la personne, en fait, elle trouve ce qui la met en sécurité. Parce que, bon, ça fait en général un bon effet, mais chaque personne est différente. Chaque personne a besoin de finalement ressentir, identifier quand est-ce que je me sens en insécurité. C'est pas toujours évident à chaque fois dans toutes les situations. Et qu'est-ce que je peux faire pour m'accompagner au mieux? J'espère que j'ai répondu à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que j'ai été claire? Ça a été... merci en tout cas d'avoir partagé ce moment avec moi. Ça m'a fait très plaisir d'échanger avec vous en tout cas. Merci.